Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 42e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Une fois n'est pas coutume, je vais vous lire aujourd'hui un texte de ma composition. Je m'appelle Emmanuel Dufour, je suis né en 1970 dans le Val d'Oise. Après avoir vécu dans différents pays et pratiqué différents métiers, je me suis installé à Périgueux en 2023 où j'écris des romans et des nouvelles de SF, fantastique, polar, thriller, jeunesse et littérature blanche. Et je consacre aussi une partie de mon temps à l'enregistrement de livres audio. La nouvelle que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Tonton Stanley ». Bonne écoute. Quand je pense à lui, c'est son regard qui me revient. Trouant la brume de l'oubli, il se pose encore sur moi par-delà les décennies, grave et bienveillant, empreint d'une joie triste, d'une patiente douceur. Il est arrivé chez nous un soir où nous n'attendions pas de visiteurs. Un terrible orage déferlait sur la plaine, secouant de ses bourrasques furieuses les ormes et les peupliers, jetant des paquets de pluie sur les volets que mes parents avaient précipitamment fermés en voyant débouler de l'horizon de lourds nuages noirs. Des éclairs aveuglants déchiraient les ténèbres du dehors, rayaient la pénombre du dedans. Chaque coup de tonnerre ébranlait la maison tout entière, me paralysant de peur. J'avais 7 ans. Ma sœur Susanna en avait 10. Elle n'en menait pas plus large que moi. Autour de la table du dîner, éclairée par la lampe à pétrole posée sur la nappe brodée, l'ambiance était morose. Papa mangeait silencieusement, jetant des regards inquiets alentour, comme s'il pouvait voir à travers les murs et la nuit épaisse nos champs de blé battus et rebattus par les vents acharnés. Quand, lors de rares accalmies, s'apaisait le mugissement de la tempête, on n'entendait que le feu crépitant dans l'âtre. Puis, comme des combattants remontant au front après un bref cessez-le-feu, les éléments redoublaient de fureur. Papa dressait l'oreille, guettant avec crainte la mitraille de la grêle qui scellerait définitivement le sort de la récolte, couchant pour de bon les épis de blé mûrs. Si le vent forcissait, si le tapage des rafales battant les persiennes s'amplifiait, il blêmissait, retenait son souffle. Mais non, ce n'était encore que de la pluie, tout n'était pas perdu. Alors il se détendait quelques secondes. « Mange !» lui disait maman, « ça va refroidir. » Comme il ne semblait pas entendre, elle ajoutait quelque chose comme « De toute façon, t'inquiéter n'y changera rien, on verra bien demain, le Seigneur ait pitié de nous. » Alors il soupirait, prenait une bouchée, mâchait sans conviction. Moi, j'avais peur que la maison s'écroule. J'usais de tout stratagème pour repousser l'heure fatidique où je devrais monter me coucher, me retrouver seul dans ma chambre. J'avais déjà repris 3 fois des épinards que je mastiquais avec une application zélée. Susanna avait adopté le même manège. Quand je voulus me resservir, maman s'impatienta, décréta que le dîner était fini, qu'il était l'heure pour les enfants d'aller au lit. La mort dans l'âme, tremblant à chaque nouvel assaut du tonnerre, nous embrassâmes les parents, nous apprêtant à gravir l'escalier de la potence vers nos chambres obscures, où nous affronterions seuls les fureurs de la nuit. C'est alors qu'on frappa à la porte. Réjouis par cette diversion inespérée, susceptible de nous accorder un sursis supplémentaire, nous nous ruâmes vers l'entrée, nous chamaillant pour savoir qui de nous deux ouvrirait. J'arrivai le premier. J'ouvris la porte en grand. Un éclair fendit la nuit, découpant devant moi une silhouette immense. Je reculai. Était-ce le croque-mitaine venu me chercher pour m'emporter au loin ? Passé l'éblouissement et la frayeur, je constatai avec soulagement qu'il ne s'agissait que d'un humain de proportions ordinaires. L'homme était serré dans une veste ruisselante dont il tenait d'une main le col relevé, retenant de l'autre sa casquette contre les assauts de la tempête. On distinguait à peine son visage.
Il s'inclina vers moi. « Bonsoir, petit. Tes parents sont là ?» Maman, qui s'était approchée, me serra contre elle et demanda « Que désirez-vous, monsieur ?» L'étranger redressa la tête, se découvrit, pressa humblement sa casquette contre sa poitrine. « Bonsoir, madame. Excusez le dérangement à une heure si tardive. Je suis un voyageur, surpris par l'orage. J'ai vu votre ferme depuis la route et je me suis dit que vous pourriez peut-être m'accorder l'abri d'une grange ou d'une cabane à outils. En attendant que ça se calme, je repartirai juste après. » Maman éleva la lampe tempête qu'elle tenait à la main pour mieux voir son visage. Ses cheveux dégoulinants de pluie se tortillaient comme de petits serpents noirs sur son front et ses tempes. L'eau s'écoulait le long de ses sourcils, perlait sur ses cils, dévalait ses joues creuses, dégouttait de son nez, mouillait son sourire implorant. Il y eut un instant de silence. Depuis la salle à manger, papa demanda qui c'était. Faisant fi des doutes et de la suspicion, maman saisit l'intrus par le bras, l'attira à l'intérieur. « Entrez, monsieur, vous allez prendre froid. Il faut vous sécher et vous réchauffer et... Avez-vous mangé ce soir ?» Il parut gêné. « Je ne voudrais pas abuser de votre bonté. »« Allons, vous semblez affamé, je vais vous mettre un couvert. » Muet, il adressa à maman un sourire reconnaissant. Elle l'aida à se débarrasser de sa veste trempée. « Billy, va étendre le vêtement de monsieur devant la cheminée pour qu'il sèche. Et toi, Susanna, accroche sa casquette au clou. » Il ôta ses chaussures pour préserver le parquet. Maman lui apporta des pantoufles. Pendant ce temps, papa était allé chercher une grande serviette éponge qu'il lui tendit. Il s'enveloppa dedans avec bonheur, touché par les assauts de sollicitude dont il faisait soudain l'objet. Puis il se tourna vers mes parents, l'air confus. « Merci. Merci à vous. Mais quel rustre je fais, je ne me suis même pas présenté. Mon nom est Stanley Hollowberry. »« Nous sommes la famille Stokes, » répondit papa. « Ma femme, Linda, nos enfants, Susanna et Billy. Je suis Charles. » Monsieur Stanley nous regarda longuement tous les quatre, comme on regarde quelque chose d'infiniment précieux. Puis il sourit. Ce sourire éveilla en moi un amour instantané pour cet homme que je ne connaissais pas une minute auparavant. Soudain, j'éprouvai pour lui une peur rétrospective. « Dis, monsieur Stanley, tu n'as pas eu peur tout seul dehors avec le tonnerre et les éclairs ?» Papa posa une main sur mon épaule. « Billy, attends au moins que monsieur Hollowberry soit assis pour lui poser des questions. Il doit être fatigué. » Monsieur Stanley opina du chef, se laissa guider jusqu'à la table. Papa l'invita à s'asseoir sur le banc du côté de l'âtre que maman venait de recharger. Susanna et moi nous précipitâmes pour nous installer face à lui. Accoudés côte à côte, le menton calé dans les mains, les yeux écarquillés, nous dévisagions avec gourmandise notre visiteur imprévu. Il ne nous avait pas échappé que papa avait demandé d'attendre avant de poser des questions, ce qui signifiait surtout que nous pourrions poser des questions, donc peut-être rester encore un peu avec les adultes avant d'aller nous coucher. Papa s'assit à côté de nous. Maman revint de la cuisine avec une assiette de soupe, des couverts et du pain, posa le tout devant notre invité, qui la remercia chaleureusement. Elle s'assit en bout de table, prête à le servir s'il désirait autre chose. Papa semblait avoir oublié l'orage et ses inquiétudes. Je crois que ça lui faisait plaisir d'avoir à notre table quelqu'un à qui parler. Cela faisait moins d'1 an que nous avions repris la ferme. Nous venions de Manchester, dans le New Hampshire, où papa occupait un emploi de bureau, sans perspective et mal payé, où maman faisait des ménages pour compléter les revenus. Une grand-tante maternelle, habitant Boston, était décédée sans laisser d'enfants. Sa succession comportait une exploitation agricole située à Dwight, dans le Kansas. Papa et maman y avaient vu l'occasion providentielle de quitter la ville, de partir vers l'ouest pour y construire une meilleure vie, comme les pionniers de l'ancien temps. Mais l'arrivée de citadins dans la plaine avait été accueillie fraîchement par les locaux. Depuis notre emménagement, Susanna et moi avions tissé quelques relations avec nos camarades de classe, mais papa et maman se sentaient isolés. Par malchance,
La promulgation, cette même année, du 18e amendement instituant la prohibition avait entraîné la fermeture de tous les débits de boissons, réduisant les opportunités de nouer des amitiés. Monsieur Stanley aussi devait être en manque de conversation, car il fut intarissable. Il parla plus qu'il ne mangea, mais maman, absorbée par son récit, ne lui reprocha pas de laisser refroidir sa soupe. Il venait de Trinidad, dans le Colorado. Comme tous ceux qu'on surnommait les hobos, il voyageait de ville en ville, de bourgade en hameau, acceptant le travail qui se présentait contre un salaire ou le gîte et le couvert. Il allait souvent à pied, parfois en train, s'arrêtait quelques jours, quelques semaines, là où l'on voulait bien de lui, puis repartait. Depuis Trinidad, de proche en proche, il avait ainsi rejoint la rivière Arkansas, longé son cours jusqu'à Hutchinson, d'où il avait ensuite gagné Salina. Il y avait travaillé quelques semaines comme magasinier. La veille, il avait décidé de reprendre la route pour rallier Topeka. Prenant plein est, il avait marché toute la journée sous le soleil, au milieu des cultures de blé et de maïs s'étirant vers les horizons. Il avait trouvé refuge pour la nuit dans le garage de la station-service de Hope, en était reparti tôt le matin. Toute la journée, il avait vu s'amonceler les nuages menaçants, mais avait espéré que l'orage passerait plus au sud. Il avait été surpris en rase campagne. N'ayant nulle part où s'abriter, il avait marché 3/4 d'heure sous la pluie, craignant à chaque instant d'être foudroyé, jusqu'à apercevoir notre ferme en bord de route. Il achevala son récit et nous remercia une fois de plus pour notre hospitalité et la bonne chère. Au cours de ses pérégrinations, M. Stanley avait travaillé plusieurs fois comme ouvrier agricole, ce qui intéressa beaucoup papa. Ils continuèrent à discuter de sujets de grandes personnes. Maman intervenait un peu, Susanna et moi nous tenions coi. Papa ne semblait plus prêter attention à l'orage. Quand un coup de tonnerre me faisait sursauter, M. Stanley me jetait un regard à la dérobée, me souriait avec un clin d'œil complice. J'étais aux anges. Quand les adultes eurent fini de discuter, on nous envoya nous coucher, pour de bon cette fois-ci. L'orage était passé depuis longtemps, et je bénis secrètement le bon monsieur Stanley de nous avoir sauvés. En m'endormant, j'étais content pour papa et maman qu'ils eussent un nouvel ami comme lui. Le lendemain, au réveil, je retrouvai papa, maman et monsieur Stanley autour de la table du petit déjeuner. De bonne humeur, je sautai au cou de chacun pour l'embrasser. « Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tonton Stanley !» Maman me lança un regard étonné. « Eh bien, Billy, qu'est-ce que c'est que ce tonton Stanley ?»« Il n'y a pas de mal, » répondit-il en riant, « ça me fait plaisir. » Il me souleva et m'assit sur le banc à ses côtés. Tout en engloutissant mon petit déjeuner, je compris, à ce que disaient les grandes personnes, que papa allait donner du travail à tonton Stanley. Il avait besoin d'aide pour la moisson. Quand ils furent partis au champ avec des gamelles pour leur déjeuner, maman commença à préparer le repas du soir. Susanna et moi l'aidions en coupant les légumes. Une question me taraudait. N'y tenant plus, je posai mon couteau et me tournai vers maman. « Dis, maman, tonton Stanley va rester ici ?»« Oui, tant que papa aura besoin de lui et tant qu'il le souhaitera, il pourra rester avec nous. » Ce fut une explosion de joie. Bondissant comme des puces, Susanna et moi nous accrochions au tablier de maman, totalement ahuris, en scandant « Merci maman, merci papa !» Tonton Stanley et papa rentrèrent en fin d'après-midi. L'orage avait fait du dégât. Il avait fallu réparer une clôture et un appentis qui avait versé, mais la moisson était sauve. On pourrait la faucher dès qu'elle aurait séché. Ils avaient bien travaillé, étaient fatigués, parlaient et riaient fort. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le rire de papa dans la maison. Maman le regardait avec des yeux brillants. Et moi, je regardais maman. Tonton Stanley aida papa à la moisson, puis au labour. Il s'y entendait pour mener droit l'attelage qui tirait la charrue. Les chevaux l'écoutaient. Après cela, il fallut entretenir les champs, les préparer à recevoir la prochaine plantation, désherber, casser les mottes. Quand vint l'automne, la saison du semis, il était toujours là. Il vivait chez nous dans l'ancienne chambre de la grand-tante,
qu'on avait rafraîchi pour qu'il s'y sente bien. Il aidait aussi maman à faire le ménage et Susanna et moi pour nos devoirs. Pendant les périodes plus tranquilles, papa et lui firent la connaissance des fermiers alentours. La gentillesse et la bonne humeur de tonton Stanley eurent raison de leur réticence. Notre famille finit par s'intégrer au voisinage. La salle à manger se trouva plus souvent qu'à son tour pleine d'invités parlant et riant joyeusement. Parfois, en été, tonton Stanley nous emmenait, Susanna et moi, faire de longues balades à travers les champs et les bois. Nous rentrions sous les étoiles frémissantes piquetant le firmament. Il nous enseignait le nom des constellations, nous contait leurs légendes. Des années plus tard, c'est à lui que je confiais mes premiers chagrins d'amour à l'abri de la grange où je cachais mes larmes. La flamme de la lanterne animait nos ombres sur les bottes de paille. Les mots me venaient facilement. Dans la pénombre, ses yeux scintillants plongeaient dans mon âme. Sa voix réconfortante me chuchotait qu'il comprenait, que ça passerait. Par sa simple présence, par sa profonde écoute, il pansait mes tourments, et je me sentais mieux. Lui-même ne se plaignait jamais. Jamais ne montrait la moindre tristesse, comme s'il eût reçu le mandat de relever les humeurs défaillantes sans jamais être un fardeau pour les autres. L'année de mes 17 ans, Susanna se fiança à Franklin, le fils cadet d'un fermier d'Alta Vista. Il devait se marier à l'automne et Franklin viendrait s'installer chez nous. Un soir de juillet, presque 10 ans, jour pour jour, après l'arrivée de tonton Stanley dans nos vies, toute la famille était réunie autour de la table. La porte d'entrée, ouverte sur la nuit estivale, diffusait dans la maison une brise tiède et le chant des crapauds. Le dîner terminé, nous bavardions autour d'un café des prochains travaux des champs à prévoir, du terrain des McDouglas que papa envisageait d'acheter, des projets d'agrandissement de la maison pour accueillir confortablement Franklin et les bébés qui ne tarderaient pas à venir, comme le rappelait maman avec une certaine insistance. C'est au cours de cette discussion que tonton Stanley évoqua pour la première fois l'éventualité de son départ. Ce fut un choc pour nous tous. Nous tentâmes de l'en dissuader, l'assurant de notre amitié, lui répétant qu'il avait sa place parmi nous, comme le membre de la famille qu'il était devenu. Rien n'y fit. Sa décision était irrévocable. Visiblement ému, il nous expliqua que sa tâche parmi nous était accomplie, qu'avec Franklin à la maison, sa présence ne serait plus indispensable, qu'il espérait, lui aussi, un jour, fonder une famille. Maman et papa lui renouvelèrent l'expression de leur affection, proposèrent de bâtir une petite maison sur le terrain, rien que pour lui et sa future épouse. En vain. Je sentais bien que tonton Stanley, lui aussi, aurait aimé demeurer parmi nous, mais il n'avait pas tort. Il avait passé la quarantaine, et les vastes plaines du Kansas n'étaient guère le lieu idéal pour rencontrer l'amour. Il allait reprendre la route, poursuivre son destin vers les grandes villes plus à l'est. Ainsi, cet homme, qui avait été mon meilleur ami, mon plus proche confident pendant 10 ans, allait disparaître de ma vie. Je me levai de table et sortis dans la nuit. Les semaines qui suivirent, personne n'aborda le sujet. Je me pris à espérer que cela n'avait été qu'un projet sans lendemain, conçu hâtivement dans l'émotion de l'annonce du mariage de Susanna, mais qu'il avait fini par y renoncer. La moisson, les labours et les autres travaux des champs tenaient les hommes occupés. L'été passa, le mariage approchait. Les noces eurent lieu dans la salle des fêtes de Dwight. Plusieurs centaines d'invités affluèrent des comtés de Morris, Geary et Waubonsee. Après minuit, tandis que la fête battait encore son plein, je retrouvai tonton Stanley dehors, sur l'esplanade. Il était sorti discrètement, après que les mariés eurent ouvert le bal. Il fumait, assis sur un banc, face à la terre étalée à l'infini sous le tranquille ciel nocturne. S'il n'avait pas surgi chez nous 10 ans auparavant par une nuit d'orage, ce mariage et cette joyeuse fête n'auraient certainement jamais eu lieu. Il devait le savoir, mais n'en tirait aucune gloire. Je m'assis à ses côtés, en silence. La nuit était douce, exhalant les tout derniers relents de l'été. Quand il eut écrasé sa cigarette, j'osai une question. « Alors, tu vas partir »
Il inspira profondément, sourit aux étoiles, répondit « Alors, je vais partir. » Nous avons discuté toute la nuit, jusqu'au point du jour, tandis que les derniers fêtards regagnaient leurs automobiles titubants de fatigue. Tout le monde dormit tard ce jour-là. En fin d'après-midi, on dîna des restes du banquet, puis on se coucha tôt. Le lendemain matin, au bord de la route, après avoir longuement embrassé chacun, tonton Stanley souleva sa valise et monta dans le bus pour Kansas City. La portière se ferma, le moteur ronfla, le bus s'ébranla, emportant loin de nous celui qui avait rendu nos vies plus belles. Une dernière fois, un reflet de soleil scintilla sur les chromes du véhicule, qui n'était plus qu'un point filant sur le ruban rectiligne de la route. Puis il sombra définitivement derrière un repli du terrain. Alors, il resta la plaine pelée, le ciel vide, et nos 5 silhouettes plantées à côté du Panonceau Bus Stop. Nos larmes silencieuses roulèrent dans la poussière rouge du bas-côté. Lentement, nous sommes rentrés à la ferme. Maman tenait la main de papa, Susanna celle de Franklin. Ma main était vide. Franchir le seuil de la maison que tonton Stanley ne franchirait plus fut une épreuve. Sur la table, à côté de sa tasse de café à moitié bu, un reste de tartine de confiture qu'il n'avait pas eu le temps de finir pour attraper son bus. Maman sanglota. Papa se ressaisit et lança « Allons, on ne va pas se laisser abattre. Remercions plutôt le ciel pour tout ce que Stanley nous a apporté et prions pour que lui aussi, maintenant, puisse fonder une belle et heureuse famille. » Il avait raison. Chacun prit sur lui, sécha ses larmes, et on continua à vivre. Au bout de quelques jours, la gaieté était revenue dans la maison. Je me rendis compte que malgré son départ, tonton Stanley était toujours présent dans nos cœurs. Il ne nous avait pas rendus heureux, il nous avait appris à être heureux. Dans les années qui suivirent, nous reçûmes de ses nouvelles de temps en temps. Quand le drapeau de la boîte aux lettres indiquait qu'il y avait du courrier et que je reconnaissais son écriture sur l'enveloppe, mon cœur enflait et ma gorge se serrait. C'était toujours moi qui lisais la lettre devant la famille réunie. Il avait continué son chemin pendant longtemps, puis s'était établi à Jefferson City, Missouri, où il se sentait bien. 7 ans après son départ, arriva un faire-part de mariage. 1 mois plus tard, tonton Stanley fut éberlué et ravi de retrouver nos 5 visages sur le pas de sa porte. À la nouvelle de son mariage, nos voisins avaient insisté pour s'occuper des animaux de la ferme afin que nous puissions nous rendre à la noce. Nous restâmes 1 semaine à Jefferson City avec lui et Jude, son épouse. Ce fut une des plus heureuses semaines de ma vie. Bien des années plus tard, je fis une découverte dont je n'ai jamais parlé à personne. En ouvrant trop vivement un tiroir de l'ancienne chambre de tonton Stanley, je le fis tomber par terre, renversant son contenu. Je ramassai tout, entrepris de le remettre en place, mais quelque chose bloquait, m'empêchant de le refermer complètement. Je m'accroupis et jetai un œil. Dans le fond, je découvris un papier plié plusieurs fois, qui avait dû tomber du tiroir à l'intérieur même du meuble. Je l'attrapais et le dépliais. C'était une page de journal, le Chronicle News de Trinidad, daté du 22 mars 1920, 1 an avant l'arrivée chez nous de tonton Stanley. Un fait divers illustré d'une photographie faisait la une. Dramatique accident de la circulation, 2 morts, 1 miraculé. Hier soir, à 10h30, un terrible drame a touché une famille généreuse et respectée de notre communauté. Sortant du West Theatre, où ils avaient assisté à la représentation de l'opéra Il Trovatore de Giuseppe Verdi par la compagnie The Sonora Grand Opera, Monsieur Stanley Hollowbury, courtier en charbon dont les affaires florissantes ont fait l'un des plus éminents citoyens de notre ville, accompagné de son épouse Kathleen et de leur fille Gladys, sont montés à bord de la luxueuse Cadillac V8 Type 51 dont il avait fait l'acquisition la semaine précédente. Une pluie torrentielle s'abattait sur Trinidad quand ils ont quitté le théâtre.
Pour une raison encore inconnue, M. Hollowbury a perdu le contrôle de son véhicule en s'engageant sur le pont de North Anima Street. La voiture a traversé le parapet et s'est abîmée une quinzaine de pieds plus bas dans la rivière gonflée par la forte pluie. Dans la chute, le conducteur a été éjecté, mais les 2 passagères sont restées prisonnières du véhicule qui s'est retrouvé sur le toit presque entièrement submergé. Malgré ses efforts désespérés, M. Hollowbury n'a pas pu venir en aide à son épouse et à sa fille, qui ont péri noyées sous ses yeux. Les secours, arrivés plus tard, n'ont pu que constater leur décès. Choqué, hagard, je demeurai un long moment silencieux, serrant nerveusement le papier jauni et craquant que j'avais vivement replié pour soustraire l'article à mon regard. Il me fallut du courage pour le déplier de nouveau, m'assurer que je n'avais pas rêvé. Je regardais alors la photo. On y voyait le parapet arraché et, en contrebas, la carcasse de la voiture à moitié immergée dans le lit de la rivière impétueuse. Sous la photo, cette légende: une mère et sa fille périssent noyées dans la rivière. Je dus relire plusieurs fois le dernier mot, tant il me sembla chargé d'une lourdeur prophétique. Une mère et sa fille périssent noyées dans la rivière purgatoire. Vous venez d'entendre la nouvelle Tonton Stanley, extraite de mon recueil Sylphide. Vous pouvez vous procurer ce recueil ainsi que mes autres livres sur Amazon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des textes par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.